Salam alaikum, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Tijini Talk. Ce soir, je reçois M. Hubert Korman, ambassadeur et conseiller diplomatique de la ministre belge de la Justice, Mme Annemie Turtelboom. Monsieur l'ambassadeur, salam alaikum. Alaikum salam. Alors je dis ça parce que vous êtes ambassadeur, vous êtes diplomate, vous étiez en poste en Égypte, en Angola et au Vietnam, et aujourd'hui vous travaillez comme conseiller diplomatique de Mme Annemie Turtelboom, ministre de la Justice. Exact. Alors, on va parler des relations bilatérales et de la coopération en matière de justice entre le Maroc et la Belgique. Aussi, on va parler aussi d'autres choses qui nous occupent ici en Belgique, comme la montée de l'extrémisme. Je dis ça parce que le patron de la sûreté de l'État belge, M. Alain Winant, ça fait une sortie dans la presse dernièrement où il a dit que le salafisme est plus dangereux qu'un acte terroriste. Est-ce que il y a une crainte dans les milieux officiels belges de cette montée ou de ce que vous appelez une montée de l'extrémisme ici en Belgique, surtout islamiste? Oui, ben écoutez, d'abord, l'extrémisme n'est pas un phénomène typiquement belge, hein, malheureusement c'est un phénomène global, mondial, et on ne se préoccupe pas seulement de l'extrémisme islamiste, mais aussi il y a de l'extrémisme de gauche, de droite. Il y a des défenseurs des droits d'animaux qui parfois deviennent dangereux. Donc l'extrémisme islamiste est une partie d'extrémisme qui nous préoccupe. Et on voit que là, la problématique a beaucoup changé les dernières années. Il y a 10 ans, on parlait surtout d'extrémisme de groupes bien structurés comme une armée, avec des dirigeants et des militants. Et depuis 10 ans, on voit un autre extrémisme qui se développe, une radicalisation qui se situe plutôt au niveau de l'individu. Et c'est l'individu qui se radicalise devant son ordinateur. Et ça, c'est bien sûr un phénomène qui est beaucoup plus difficile à détecter par la police et les parquets. Et donc, c'est la raison pour laquelle le gouvernement a commencé à développer des programmes de prévention. Alors, parce que M. Winant, le patron de la sûreté de l'État, c'est les services secrets belges, on va dire comme ça. Donc, se préoccupe aussi de la montée de l'extrémisme musulman ou islamiste. Et on voit qu'il y a tout un débat dans la société dernièrement, surtout après l'élection de 2 élus d'un parti religieux qui s'appelle Islam. Et donc, suite à cela, il y a tout un débat dans la presse pour dire que, voilà, maintenant, des personnes ou des individus utilisent la religion à des fins politiques, à des fins extrémistes, etc. Donc, est-ce que c'est aussi à cause de cela qu'il y a cette préoccupation de votre gouvernement, de cet extrémisme surtout islamiste? Ben, l'extrémisme, ça nous intéresse surtout où ça devient un sujet de la sécurité, de la sûreté, quand on met en danger les institutions belges ou le système belge. Et donc quand on passe de l'extrémisme à un acte de terrorisme ou un acte de violence. Et donc ça, on essaye de plus en plus de pouvoir le détecter en amont, je dirais, de l'acte pour éviter ce genre d'acte. Et c'est pour ça qu'on a, par exemple, le plan radicalisation, qui est un plan qui est coordonné par l'OCAM, l'organisme central d'analyse de la menace. Qu'est-ce que fait l'OCAM? Il rassemble des informations qui proviennent de la sûreté de l'État, de la police fédérale, de la police locale, de la douane, de l'Office des étrangers, et qui met ensemble ces informations, les analyse et prend, si nécessaire, des mesures préventives. Mais on a encore un autre programme qui s'appelle radicalisation, violence, polarisation. Et donc, là, on vise plutôt les loups solitaires.
Et donc on essaye à travers ce programme de mieux former non seulement des policiers, mais aussi des gens du monde éducatif, des centres sportifs, des clubs de jeunesse, de les former à détecter des comportements bizarres qui peuvent conduire à un acte terroriste ou à une radicalisation. Donc... je vous entends, monsieur l'ambassadeur, vous êtes en train de nous expliquer que l'extrémisme est quelque chose de très, très vaste. Ça ne concerne pas que certaines mouvances religieuses comme l'extrémisme islamiste, mais que voilà, donc c'est un vaste programme, on va dire. Mais quand par exemple, dernièrement en Belgique, on arrête quelques cellules terroristes ou dites terroristes, généralement c'est des cellules rattachées à des courants radicaux islamistes. Alors, qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Donc, il y a vraiment une menace islamiste ou pas? Ça, c'est la question que je vais vous poser. Oui, bien sûr. Je dirais, dès qu'il y a des gens qui, au nom de l'islam, préparent des attaques ou préparent des actes de violence, ça nous intéresse et ça nous préoccupe. Parce que, bien sûr, le premier devoir des services de police et de la sûreté de l'État est d'assurer la sécurité des citoyens en Belgique, qu'ils soient catholiques, musulmans, juifs ou d'une autre religion. Dans les derniers groupes qu'on a arrêtés en Belgique, on trouve qu'il y a certains, presque majoritairement, des personnes d'origine marocaine. Est-ce que c'est un hasard ou c'est quelque chose qui vous interpelle plus particulièrement? Je ne sais pas si c'est un hasard on ne se préoccupait pas tellement de pointer le doigt sur une telle ou une telle nationalité. Je constate que dans ce phénomène de radicalisation et d'extrémisme, il y a des Marocains, mais il n'y a pas que des Marocains, il y a des Belges aussi. C'est bon à savoir. Et peut-être qu'il y a plusieurs dossiers sur lesquels je voudrais vous interpeller, monsieur l'ambassadeur. Je rappelle que vous êtes le conseiller diplomatique de madame la ministre belge de la Justice, madame Annemie Turtelboom. Dernièrement, il y a eu un changement ou des modifications ou une réforme de la manière dont les personnes peuvent acquérir la nationalité belge. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'explications à ce sujet? Alors, il faut tout d'abord faire la distinction entre l'acquisition de la nationalité, ce qui se fait quand on est à partir de 18 ans, l'attribution de la nationalité, ça c'est quand un enfant est né en Belgique dont un des parents est belge, donc cet enfant est belge, et la naturalisation qui est une procédure parlementaire. Alors ce qui va changer surtout, c'est l'acquisition de la nationalité, donc avec de nouvelles mesures qui seront donc mises en œuvre à partir du 1er janvier 2013. Et donc à partir de cette date-là, il faudra prouver son intégration sociale et sa participation économique. Qu'est-ce que j'entends par intégration sociale? Soit c'est d'avoir un diplôme d'études secondaires ou supérieures, soit c'est d'avoir suivi un cours d'accueil de, comme on appelle, primo-arrivants, des cours d'accueil qui sont organisés par la communauté française, la communauté flamande ou la communauté germanophone, ou par la preuve d'avoir suivi une formation professionnelle de 400 heures organisée par une agence d'emploi de la région wallonne, région flamande ou région Bruxelles-Capitale. Et alors la participation économique, alors il faudra prouver que durant les 5 dernières années, on a travaillé au moins pendant 2 ans dans un travail légal en Belgique. Ici en Belgique? Oui. Et il faut peut-être aussi maîtriser une des langues nationales du pays. Ça fait partie de l'intégration sociale. Ça fait naturellement partie de l'intégration sociale. Et pourquoi cette réforme
en ce moment? Est-ce que la Belgique peut-être trouve qu'il y a plus de personnes qui deviennent belges? Est-ce qu'il y a une préoccupation? Ou bien peut-être une réorganisation de ce code de nationalité? La loi n'est pas une situation figée. La loi évolue dans un contexte de société et dans un contexte politique. Et donc il arrive que quand ce contexte-là change, qu'il y a une majorité politique pour faire des changements aux lois, pour mieux les adapter. Parce qu'il y a certains qui disent que cette loi sur l'acquisition de la nationalité, cette loi belge était plus laxiste, c'était plus facile pour des gens étrangers de devenir belges, et que ça n'allait pas et qu'il fallait changer tout ça. C'est peut-être un des arguments, peut-être. C'est un des arguments, mais je veux dire, il faut qu'une loi soit adaptée à la réalité sociale et politique dans laquelle nous vivons. Et donc ça veut dire que la Belgique un peu serre les vis au niveau de l'accueil au sein de la société, donc pour les personnes d'origine étrangère de devenir belges? Disons que les conditions visent à réaliser une véritable intégration sociale de la personne au sein de la communauté belge. Alors, vous étiez dernièrement au Maroc, vous avez accompagné la ministre Annemie Turtelboom, la ministre belge de la Justice, dans le cadre de la commission mixte belgo-marocaine. Est-ce que d'abord vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette commission mixte, avant de parler peut-être de votre dernière visite du mois d'avril au Maroc? Oui. Alors, cette commission mixte, elle existe depuis 1981. Elle se réunit au moins une fois par an, alternativement à Rabat et à Bruxelles. Et donc, elle a eu lieu en avril de cette année, lors de la visite officielle de Mme Turtelboom au Maroc. Et là, la commission mixte a été présidée par le ministre de la Justice marocain, M. Moustapha Hamid, et donc Mme Turtelboom. Il ne faut pas oublier que après la France, la Belgique est le deuxième pays le plus important avec lequel le Maroc a donc une coopération judiciaire en matière pénale et en matière civile. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a à peu près 80 000 Marocains de nationalité marocaine qui vivent en Belgique, et donc les rapports entre Belges et Marocains sont donc très importants. Quand vous dites 80 000 Marocains, c'est les gens qui n'ont qu'une seule nationalité, voilà, la nationalité marocaine. La nationalité marocaine. Parce que ceux qui ont la double nationalité belge et marocaine sont encore plus nombreux. Beaucoup plus nombreux encore. Hein. Donc, et donc, parce qu'il y a je dirais, cette... il y a un grand nombre de relations qui se tissent entre populations belges et marocaines au niveau des affaires, au niveau des familles, et donc ça nécessite bien sûr une collaboration. Et en avril, quand vous étiez au Maroc, Madame la ministre, avec sa délégation qui a rencontré Monsieur le ministre marocain de la Justice, Monsieur Moustapha Hamid, quels sont les sujets que vous avez évoqués à cette occasion? Eh bien, on a évoqué notamment le souhait de moderniser notre accord bilatéral d'entraide judiciaire. C'est un accord qui date de 2007, mais qu'on doit moderniser, actualiser. Il faut tenir compte, par exemple, du financement de terrorisme, de blanchissement d'argent provenant du trafic de la drogue. Donc ce sont tous des nouveaux paramètres qu'on doit prendre en compte. D'autre part, au niveau de coopération en matière civile, on a parlé de rapports parentaux, de la notification et la signification d'actes judiciaires, des mineurs non accompagnés
Et on a aussi parlé, très important, du plan d'action renforcé entre, d'une part, le ministère de la Justice marocain et le service fédéral public de la justice en Belgique, entre magistrats et juristes. Et là, on entre vraiment dans des questions importantes, comme la médiation familiale, comme le code familial belge et le code de la famille marocain. Il y a ici des magistrats de liaison. Je crois qu'il y a un magistrat marocain de liaison ici en Belgique et un autre à Rabat, un autre magistrat de liaison belge à Rabat. Exactement. Et ces deux personnes dont je salue leur travail excellent, en passant, ces deux personnes jouent un rôle clé, bien sûr, dans la facilitation des contacts et des rapports. C'est-à-dire concrètement, quelle est leur mission? Un exemple? Une mission, bon, par exemple, on a des dossiers de rapt parentaux. Les rapts parentaux, c'est les familles ou les parents qui sont divorcés. Voilà. Parfois, un des parents prend les enfants ou les kidnappe pour les emmener dans un autre pays. Exactement. Et là, il faut bien sûr, il y a des dossiers qui passent de la Belgique au Maroc et vice-versa. Et ils ont vraiment un rôle d'intermédiaire et d'interlocuteur aussi pour chacun des services du ministère de la Justice. Alors il y a aussi un problème, ce qu'on appelle le transfert des prisonniers, surtout marocains vers la Belgique, surtout marocains ici en Belgique vers le Maroc. Et dernièrement, le gouvernement belge a décidé de transférer ou essayer de transférer encore plus de détenus marocains ici en Belgique. Oui. Est-ce que vous en êtes dans ce dossier? Est-ce que c'est un dossier que vous avez traité au Maroc avec le ministre marocain? Oui, bien sûr, parce que l'accord bilatéral sur le transfèrement non volontaire date de 1997 et en 2007, cet accord a été élargi par un protocole additionnel qui, lui, vise le transfèrement non volontaire. Et donc, celui-là est entré en vigueur en 2010 et suite à la visite, on a donc pu réaliser un premier transfèrement non volontaire de 5 prisonniers marocains vers le Maroc. Mais l'accord vise également le transfèrement de Belges condamnés au Maroc, emprisonnés au Maroc, vers la Belgique. Et donc pour l'instant, on a une trentaine de dossiers qui sont étudiés par le ministère de la Justice marocain. Et bon, c'est bien sûr, c'est complexe et délicat parce qu'il s'agit de personnes. Il faut d'abord un accord des autorités marocaines pour transférer un détenu marocain de Belgique vers le Maroc? Bien sûr. Et quels sont les critères qui décident la Belgique de transférer un détenu et pas un autre? Les critères sont tous bien définis dans l'accord bilatéral. Donc, une première condition est que le détenu est de nationalité marocaine. Donc, une double nationalité belgo-marocaine ne tombe pas n'est pas une des catégories. Les belgo-marocains ne sont pas concernés par ça. Ne sont pas concernés par ça. Autrement, il doit s'agir de crimes qui sont punissables aussi bien en Belgique qu'au Maroc. Et il y a d'autres conditions encore. Et donc, sur cette base-là, on fait des propositions au ministère de la Justice marocain et le ministère de la Justice marocaine nous dit s'ils sont d'accord. D'accord. Moi, je vais vous poser peut-être une question concrète. Je ne sais pas quelle loi il faut appliquer dans ce cas concret. Dernièrement, j'ai reçu le papa d'un détenu belgo-marocain, donc d'un Belge d'origine marocaine qui a la double nationalité. Il est né en Belgique, il est belge. Il est arrêté au Maroc et jugé, emprisonné pour 20 ans de détention. Il souhaite ramener son fils vers la Belgique. Est-ce qu'il y a une procédure? Je sais que c'est un cas un peu très concret, mais est-ce que c'est possible? Je ne pourrais pas vous répondre concrètement là-dessus, parce que, bon,
comme il s'agit d'un belgo-marocain, il est considéré par l'État marocain comme étant Un marocain. Donc il ne tombe pas non plus sous le régime de cette loi, de cet accord de transfèrement. Et c'est possible ou pas, théoriquement? Non. Ça, je ne pourrais pas vous répondre, mais ça, c'est une question à voir. Donc, il doit s'adresser peut-être au ministère de la Justice belge pour avoir plus de précision à ce niveau-là. Oui. Est-ce que vous êtes satisfait de cette dernière commission mixte belgo-marocaine? Très, très satisfait, parce que c'est vraiment un très vaste champ de coopération qui touche beaucoup de domaines de la vie de tous les jours, de droit des affaires, droit de famille. Et ce qui est important aussi, c'est ce plan de coopération renforcé qui vise à une meilleure connaissance mutuelle des systèmes juridiques et des pratiques juridiques entre nos deux pays. Et cela, je dis coopération très vaste, mais c'est une coopération qui est vraiment à l'image de l'importance des relations entre nos deux pays et des relations entre nos deux populations. Monsieur l'ambassadeur, peut-être une dernière question qui concerne directement le département de la justice, auquel vous êtes affecté pour l'instant. La surpopulation des prisons belges, tout le monde en parle. Est-ce que Madame la ministre envisage des solutions à ce niveau-là? On est déjà en train non seulement on les envisage, mais on... Peut-être que c'est à cause de ça que vous transférez les détenus vers leur pays d'origine. Ça fait partie d'une des mesures, hein, et donc il s'agit pas seulement avec le Maroc, mais il y a par exemple l'accord cadre au niveau européen qui existe depuis 2008 et qui vise le transfèrement de prisonniers entre États européens. Et donc, ça, c'est une autre mesure pour, bien sûr, faire face à la surpopulation des prisons et la construction de nouveaux prisons. Le fait qu'on loue la prison de Tilburg aux Pays-Bas, on la loue des autorités des Pays-Bas. Donc tout ça, c'est des mesures qui sont déjà maintenant, aujourd'hui, mises en place pour réduire la surpopulation. Il y a les mesures, bien sûr, de la surveillance électronique, détention, donc détention chez soi, mais sous surveillance électronique. Peut-être de temps en temps on reçoit des plaintes, et ça c'est ma dernière question, des personnes, ou bien de familles de personnes qui sont détenues et qui parfois subissent des maltraitements, est-ce que, ou des violences parfois psychiques et physiques dans des prisons belges. Est-ce qu'il y a un service vers lequel on peut porter des plaintes à ce niveau-là? Oui, bien sûr. Alors, il n'est pas tolérable qu'il y ait que des gens subissent des mauvais traitements ou des violences au sein d'une prison. Pour ça, on a toute une structure, je dirais, d'agents sociaux, de médecins, de psychiatres, et donc qui peuvent aider des gens qui sont devenus victimes des choses qui peuvent arriver dans une prison. Et donc ils peuvent aussi porter plainte auprès de Madame la ministre de la Justice? Oui. C'était Hubert Korman, ambassadeur et conseiller diplomatique de Madame Annemie Turtelbaum, ministre belge de la Justice. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. C'est avec plaisir. Shukran jazilan. Afwan. Ouais, peut-être la prochaine fois, on espère en tout cas que vous serez affecté au Maroc, à Rabat, ça ne vous dit pas? Ça me dirait bien, oui. Merci monsieur l'ambassadeur, et quant à moi, je vous donne un autre rendez-vous dans une autre émission Tijin Talk. Il a dalek al-hin, aqul lakum ila liqa. Shukran.